Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de JavaScript. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'API Selectors. L'API Selectors dispose d'un ensemble de méthodes qui permettent d'accéder aux objets JavaScript à la manière des sélecteurs CSS. Jusqu'ici, nous avons vu plusieurs méthodes qui permettent de cibler un élément sur un document, comme l'accès hiérarchique, ou bien document.getElementById, ou encore document.getElementsByTagName, voire même via l'objet Event. En plus de ces différentes méthodes, il existe aussi l'API Selectors qui permet d'accéder aux objets différemment. Prenons le code HTML suivant. On a intégré deux divs qu'on a stylés ensuite par CSS. Alors le rendu que nous avons eu sur le navigateur est le suivant. Bien sûr, j'ai affiché la console parce que j'en aurai besoin par la suite. Bon, maintenant, nous allons essayer de cibler l'objet orange et nous allons mettre un événement dessus qui est l'événement click. On mettra donc document.get element by id orange. On clique, on mettra une fonction anonyme. Bon, imaginez maintenant que je veux afficher le texte qui est inclus dans cette div. Bon, la méthode la plus simple, c'est de mettre par exemple console.log this.text content. Bon, bien sûr, this fait référence à l'objet courant. Bon, maintenant, quand j'actualise et que je clique, ça m'affiche le texte inclus dans la div, à savoir div orange. Mais je veux accéder maintenant à l'objet différemment, c'est-à-dire au lieu d'utiliser this, j'utiliserai l'API Selectors à l'aide de la syntaxe suivante. Document.querySelector. La méthode querySelector accepte comme argument le sélecteur à la manière du CSS de l'objet. Dans ce cas, si je veux accéder à l'objet div, je mettrai tout simplement div. Donc, si vous mettez ça en tant que sélecteur en CSS, alors ça va vous retourner toutes les divs de ma page. Mais querySelector retourne juste le premier élément, à savoir la première div. Alors si je fais ça, que je mets .text content et que j'exécute, bon, ça m'affiche bien une div orange. Bon, maintenant, je peux faire autre chose, c'est-à-dire au lieu d'accéder à l'objet ou bien à la div via son nom de balise, je vais y accéder via le ID. Bon, et en CSS, on fait comme ça. Orange. Dans ce cas, quand j'actualise, bon, ça m'affiche le même résultat. Bon, à la place d'orange, je peux mettre jaune. Donc maintenant, ça m'affiche div jaune, c'est-à-dire le texte inclus dans la deuxième div. Voilà. Sinon, je peux faire par exemple carrément un truc du genre, voilà, div, entre crochets, id égale jaune. C'est-à-dire que je vais cibler l'élément div qui possède un attribut id avec la valeur jaune. Bon, maintenant, quand j'actualise, j'obtiens toujours le même résultat. Alors vous avez remarqué que la méthode querySelector accepte comme argument la syntaxe qu'on a déjà vue en CSS et tous les sélecteurs qui sont supportés en CSS sont aussi supportés par l'API Selectors. Maintenant, bon, imaginez qu'on veut récupérer d'autres éléments, pas forcément le premier. Alors ce qu'on va faire, c'est au lieu de querySelector, on va mettre querySelector all. Et notez bien que la case doit être vérifiée, donc S et 1 qui sont majuscules. Bon, maintenant, quand je fais ça, je vais accéder à toutes les divs qui respectent ce sélecteur. Mais bien sûr, je sais que le ID c'est unique, alors je vais remettre juste div. Dans ce cas, ça va me retourner deux divs. querySelector all, dans ce cas, ça va retourner un tableau d'éléments, c'est-à-dire deux éléments. Alors, il faut bien spécifier quel élément je souhaite. Donc, je vais mettre ici .item et je vais numéroter l'élément. 0 c'est pour la première div rencontrée et 1 pour la deuxième div. Dans ce cas, si je fais ça, ça va me retourner div jaune. Alors, j'actualise et nous avons ici div jaune. Voilà, donc maintenant, ça c'est ce qui concerne l'API Selector. Donc, il y a deux méthodes, soit querySelector qui permet de retourner le premier élément qui respecte le sélecteur, ou bien querySelector all qui permet de retourner tous les éléments. Et dans ce cas, il faut cibler l'élément souhaité grâce à item et vous mettez l'index de l'élément à la manière des tableaux. 0 pour le premier élément, 1 pour le deuxième élément, etc. Puisqu'on y est, bon, on va maintenant essayer de découvrir quelques attributs qui permettent de retourner des informations qui peuvent nous intéresser, comme par exemple les dimensions des objets. Donc là, nous avons deux divs. Imaginez que l'on veut connaître la hauteur, la largeur, la position de la div au sein du document. Alors dans ce cas, on va faire un truc du genre. Bon, là, par exemple, on va mettre div item, on va mettre 0 pour dire la première div, voilà. Et maintenant, je vais essayer de récupérer la hauteur de la div, bon, c'est-à-dire combien cette hauteur mesure au sein du navigateur. Alors je mettrai ici point client height. Client height, ça me retourne la hauteur de l'objet. Donc maintenant, quand j'exécute et que je clique, ça me retourne 138. Donc 138 pixels, c'est la hauteur de l'objet au sein du navigateur. Ce n'est pas la hauteur que vous avez spécifiée en CSS.
Parce que donc en CSS, on n'a rien spécifié, on a juste mis le padding, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi un texte, bon, c'est-à-dire cette hauteur, il est calculé automatiquement par le navigateur. Donc c'est exactement 138 pixels. Bon, si je mets offset height, dans ce cas, ça va me retourner la même valeur, à savoir 138. La différence entre client height et offset height, c'est que offset height prend en considération les bordures éventuelles. Par exemple, pour le premier objet, on va mettre border solide, par exemple 4px noir. Quand j'exécute maintenant et que je clique, ça me retourne 146 pixels parce que les bordures aussi, ils ont été incluses dans le calcul. Bon, maintenant, si je remets client height, je clique, ça me retourne toujours 138, ça veut dire que les bordures ne sont pas considérées. Alors ça, c'est la différence entre client height et offset height. Il y a aussi offset top, qui permet de retourner la position de la div verticalement, c'est-à-dire la distance qui sépare le bord supérieur de la partie exploitable du navigateur du coin haut à gauche de la div. Dans ce cas, ça fait 8 pixels. Et offset left, ça retourne la position gauche. Bon, quand je clique, c'est toujours 8 pixels, ça veut dire cette distance-là, celle qui sépare le bord gauche du navigateur de la partie gauche de ma div. Il existe aussi scroll height. Donc scroll height permet de retourner la hauteur de la div entière. Donc c'est-à-dire, imaginez que la div contient d'autres éléments qui vont s'étendre un peu plus bas et que nous avons pu afficher une barre de défilement. Bon, d'ailleurs, on va le faire ici en CSS. On va ajouter height, par exemple 40 pixels, et on mettra overflow auto. Et on va essayer de faire déborder le contenu. On va mettre donc par exemple BR. On va copier ça plusieurs fois afin d'assurer un débordement. Donc maintenant quand j'actualise, bon, j'ai ici un débordement et j'ai l'apparition de la barre de défilement. Le scroll height que j'ai ici, ça représente tout simplement la hauteur à partir de ce point jusqu'à ce point. Donc quand je clique, ça me donne 282 pixels. Donc 282 pixels, c'est la hauteur exploitable de la div. Bon, y compris la partie cachée, la partie que l'on ne peut pas voir qu'à travers le scroll bar. Bon, si maintenant on veut connaître, par exemple, donc si je défile comme ça, donc il y a une partie qui est cachée, donc une partie qui passe en dessus de la div mais qu'on ne peut pas voir. Donc cette partie-là aussi, je peux y accéder via scroll top. Donc scroll top, ça va refléter cette partie. Donc quand je fais ça, que je clique, donc ça me donne 120. Et ici, ça me donne 0. Bon, je peux carrément changer d'événement. Au lieu de mettre en clic, je mettrai on scroll. Ça veut dire que l'événement dans ce cas, c'est le fait de défiler. Bon, quand je défile, voilà, automatiquement l'événement est détecté. Et ça me retourne les différentes scroll top. Là, puisque je suis à l'extrémité supérieure, donc ça me retourne la valeur 0. Bon, on va remettre l'événement de tout à l'heure, à savoir on clique. Bon, maintenant, imaginez que je veux récupérer la hauteur carrément du navigateur, ou bien de la partie exploitable du navigateur. Alors, on va mettre window.innerHeight. Bon, maintenant, quand je clique, ça me retourne 641 pixels. Alors ça, c'est la hauteur totale de la partie exploitable du navigateur. Voilà, donc là, c'était quelques attributs qui peuvent vous être utiles dans vos futurs projets JavaScript. Bon, pour récapituler, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que pour cibler des objets en JavaScript, en plus des méthodes que nous avons vues précédemment, il existe aussi l'API Selectors via ces deux méthodes, QuerySelector et QuerySelectorAll, auxquels on peut passer en guise d'argument les sélecteurs que nous avons déjà eu l'occasion de voir en CSS. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.